vous regardez comment lire. Alors on peut reprendre, soit par cette porte d'entrée, prendre les six éléments clés de la réforme réussie selon l'OCDE. Il y en avait des quantités, il y en avait 6. Il en coche qu'un seul, Emmanuel Macron, c'est avoir obtenu une légitimité démocratique pour agir. Mais ensuite, derrière, le fait de parler d'une seule voix, ça n'est pas là. Enfin, tous les éléments qui sont constitutifs et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que vous citez, Philippe Lenschener, ne sont pas là. Vous regardez comment cette réforme a quelques jours là, du blocage. Moi, ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques, qui est absolument sidérant. Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, j'avais en tête aussi. Voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, mais... Dans la photo. Ah, non, continuez. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, on suit le sujet, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Hein. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même incroyable. On sait même pas qui est Gilles Ravaud là pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, information chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... dégagera 24 milliards Mais oui, d'euros. oui. Jean-Louis Rey déclare: aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas de problème de financement des retraites, et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là, oui. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent, les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. Et la première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2 000 ou 3 000 euros par mois, etc., on va avoir un énorme problème social qui va être la pauvreté, en fait, des vieux, des gens, des parents, les enfants qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays. Étude de l'INSEE de 2017, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes. Donc pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas. Gilles Ravaud, il est maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, journaliste à Charlie Hebdo, et il est l'auteur de Économie, on n'a pas tout essayé, publié au Seuil. Et puis avec nous, un petit bémol quand même sur ces 120, 130 milliards d'euros d'excédent des caisses autonomes. Parce que les caisses autonomes vous disent, mais c'est notre argent. C'est pas de l'argent qui est destiné à être versé au pot commun. Oui, c'est l'argent de nos caisses individuelles. Oui, et effectivement, dans ce débat, Jean-Paul Delevoye avait eu cette réponse cinglante en leur disant « Vous êtes gentils, vous avez très bien géré vos caisses autonomes, bravo. Mais ce sont à l'origine des prélèvements obligatoires, et les prélèvements obligatoires n'ont pas de propriétaire, c'est l'État qui en détient la propriété. » Fongibilité des recettes publiques. Vous vous rendez compte comme c'est invivable pour les caisses qui sont même la caisse de l'Opéra de Paris, elle est excédentaire. Et ça va être compliqué à expliquer à des gens qui ont bien géré leur truc que finalement leurs excédents
précédents vont servir à aller combler ce qui manque pour les régimes spéciaux de la SNCF ou encore pour le régime, pour le régime de la fonction publique. C'est toujours très, très sûr que leur souci de l'intérêt général va prévaloir. Oh, vous êtes optimiste. D'ailleurs, je vous rejoins sur ce point. Un enjeu qui n'est pas la mère des réformes. Enfin, la France n'est pas fondamentalement malade de ses retraites. Et dès lors, on aurait à dire c'est absolument ce qu'il faut faire de manière fondamentale. En revanche, et si cette histoire était une histoire idéologique plutôt que d'être une histoire économique? Laquelle histoire? Parce qu'il y en a tellement. Le fait de s'attaquer au régime des retraites tel que... voilà. Parce que si on était passé par une logique classique que dans mon métier, on appellerait un BABA, enfin je sais pas, c'est la réforme paramétrique de base. Voilà, non mais puis surtout le fait de se poser des questions avant d'agir, quoi. Donc de se dire avant d'agir, on met sur un papier, on fait des stratégies, on fait des plans. Enfin, moi je sais pas, ça fait 30 ans que génétiquement je fais que ça, donc à chaque fois que je peux pas imaginer que Jean-Paul Delevoye a pas eu un peu de face à 18 mois ou... Écoutez, très sincèrement, la façon dont cette histoire est prise, alors peut-être qu'il faut que l'on dise virgule d'un côté comme de l'autre. Oui. C'est une histoire idéologique et c'est le fait d'avoir des marqueurs, voilà. Et parce que, très sincèrement, l'image que nous donne Emmanuel Macron, et le débat n'est pas de savoir s'il est compétent, pas compétent, il est bon, pas bon, est-ce que c'est une chance pour la France, pas une chance pour la France, c'est pas le sujet. La façon dont il s'y prend depuis le début, c'est une série d'avancées et de pas en avant tactiques et tacticiens, en fonction de comment j'affaiblis tel camp, comment j'affaiblis l'autre camp, comment je prépare 2022, etc. Rien n'est pensé de manière systémique et il n'y a aucun paradigme économique qui est posé. Aucun, jamais. Et vous savez, il faut se méfier des signaux faibles, quoi. Le signal faible est toujours intéressant. Toujours. Quand j'ai vu sortir le livre d'Emélien et d'Amiel, qui était censé être donc la pierre philosophale du truc, moi je suis précipité dessus, je l'ai acheté le premier jour. Parce que je me suis dit, youcou, quoi, c'est cool, on va bon. On nous l'a vendu comme ça, les Ben oui, mais moi je me suis dit, c'est bien, enfin, ça y est. Et puis surtout que eux, quand ils ont venu à la télévision, ils ont dit, on va faire un tour de France maintenant parce qu'on va l'expliquer. Donc moi j'étais content, je me suis dit, ok, nous sommes des intellectuels. Voilà, c'était top, c'était top. Je veux pas être méchant, c'est la plus grande indigence intellectuelle que j'ai lue ces 10 dernières années. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc moi, je pense, et je nous invite à penser l'impensable, qui est qu'il n'y ait pas de pensée. Et que Emmanuel Macron, Léonidas parlait de conseiller et de conciliabule, et si Emmanuel Macron était l'alpha et l'oméga de sa stratégie et de sa pensée. C'est qu'on voit bien qu'en termes de stratégie courte vue, petit pas, le fait d'essayer de donner quelques petites choses aux professions libérales, aux professions de santé, aux avocats, aux transports routiers, aux électriciens gaziers, il y a une volonté de corneriser dans le 5 décembre, en public, la RATP et la SNCF, très clairement. Allez-y, oui, Gilles. Alors, non, mais d'autant plus qu'il y a l'entretien là au journal du dimanche de Richard Ferrand. Et c'est très impressionnant parce que, alors là, pour le coup, justement, il se place sur le terrain intellectuel et politique. Il nous dit, en fait, on fait cette réforme des retraites au nom de l'égalité. C'est le début, le point de départ. Non, je sais bien. Mais ça, vous voyez quand même que pour les gens qui ont une vie normale, qui ne sont pas comme nous, comme ça, dans le confort toute la journée, etc., c'est à mourir de rire, cette idée. C'est-à-dire que les inégalités de retraite, c'est d'abord des inégalités de salaire. Que je sache, tout le monde n'a pas le même salaire en France. Vous voyez, quand vous dites on fait ça au niveau de l'égalité, et Richard Ferrand, il gagne, je crois, 10 000 euros par mois, etc., il est logé aux frais de la République et tout ça. Bon, moi, quand on voit, par exemple, ce qu'on a tous appris... C'est inhérent à l'existence, Gilles. Oui, non, mais c'est absurde. Il y a des gens qui n'ont pas le même salaire, qui n'auront pas les mêmes droits à la retraite. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un argument... Déjà, le mot équité aurait été plus intelligent que le mot exactement, équité aurait été déjà... L'égalité... Il a été utilisé depuis, mais bon. Non, mais les mots ont quand même un tout... malheureusement, de moins en moins un sens, mais ils ont encore un tout petit peu un sens. Non, mais je dis pas que je suis pour l'égalité absolue de tous, etc. Mais simplement, c'est un argument qui n'a aucun sens pour les gens qui gagnent 800 euros par mois et qui voient les grands patrons qui gagnent des sommes folles. Enfin, bref.